Le temps est invention ou il n'est rien du tout. Chacun de nous a déjà ressenti cette pression lancinante, cette anxiété silencieuse qui murmure que les secondes s'écoulent, que les minutes fuient et que chaque instant doit être monétisé, optimisé, rentabilisé. Nous mesurons nos journées en tâches accomplies, nos vies en réalisations tangibles, nos réussites en chiffres et en possessions. Nous nous surprenons à calculer le coût horaire de notre temps libre, à nous sentir coupables de l'oisiveté, comme si chaque respiration non productive était une perte irréparable, un capital dilapidé. L'horloge murale, le chronomètre de nos applications, la date limite qui approche, tout cela devient un maître implacable, transformant la vie en une course effrénée où la valeur est synonyme de vitesse et de rendement. Cette obsession du temps quantifié, de l'existence découpée en parts égales et échangeables, façonne notre perception du monde et de nous-mêmes. On se regarde vivre à travers le prisme d'une efficacité supposée, se jugeant constamment à l'aune de ce que l'on a fait, plutôt que de ce que l'on a été. La fatigue qui en découle n'est pas seulement physique, elle est aussi une lassitude de l'âme, une impression persistante que quelque chose d'essentiel nous échappe, malgré tous nos efforts pour maîtriser ce fleuve insaisissable. Le paradoxe est cruel. Plus nous essayons de gagner du temps, plus nous avons l'impression d'en manquer, de le perdre à jamais. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler d'un penseur qui a osé remettre en question cette idée reçue, Henri Bergson, et explorer avec lui pourquoi ton temps n'est absolument pas de l'argent. Ce n'est pas une simple formule économique, c'est une plongée dans une compréhension radicalement différente de ce qui constitue notre expérience la plus intime et la plus universelle. L'idée que le temps serait une marchandise, une ressource comme une autre à acheter, vendre ou gaspiller, n'est pas seulement une erreur conceptuelle. Selon la vision bergsonienne, elle est une véritable trahison de la vie elle-même. Nous allons découvrir comment cette erreur imprègne chaque fibre de notre quotidien, nous aveuglant à la richesse véritable et irréductible de notre existence. L'enjeu est immense car cette confusion entre le temps vécu et le temps mesuré nous prive de notre puissance créatrice, de notre liberté la plus profonde. Elle nous enferme dans un présent qui n'est jamais vraiment présent, mais une succession de points isolés, inertes, sans lien véritable. Penser le temps comme une somme d'argent, c'est le figer, le spatialiser, le réduire à quelque chose d'extérieur à soi, alors qu'il est, en réalité, le tissu même de notre conscience, un jaillissement ininterrompu et imprévisible. Nous portons en nous une richesse inestimable, une durée propre, que la société moderne s'évertue à déformer et à masquer. Bergson nous invite à une véritable révolution intérieure, à défaire les nœuds de pensée qui nous lient à cette perception erronée. Il nous montre que la vie n'est pas une série d'instants figés que l'on pourrait aligner comme des pièces de monnaie, mais un élan continu, une mélodie qui se crée sans cesse, sans jamais se répéter à l'identique. Ignorer cette vérité, c'est se condamner à vivre une existence fragmentée, vide de sa substance la plus précieuse. Comprendre Bergson sur ce point, c'est commencer à respirer différemment, à percevoir le monde avec une profondeur nouvelle, à redonner à chaque moment sa valeur intrinsèque et irremplaçable. Le chemin que nous allons emprunter nous mènera bien au-delà des horloges et des calendriers. Il nous fera explorer les méandres de notre propre conscience, la nature de nos souvenirs, la source de notre créativité et de notre capacité à agir. Il s'agit de redécouvrir le temps non pas comme un tyran extérieur, mais comme un flux vital, une invention permanente de soi, où chaque instant est une nouveauté radicale. Cette exploration n'est pas une simple analyse théorique, elle est une invitation à ressentir, à vibrer avec ce mouvement intérieur qui fait de nous des êtres en perpétuelle transformation. Pensez à ces moments où vous fixez une horloge, attendant qu'une heure particulière arrive, ou ces instants où le temps semble s'étirer indéfiniment pendant une attente, un rendez-vous manqué, ou même la cuisson d'un plat. Les aiguilles avancent inexorablement, point par point, seconde après seconde, traçant une ligne droite et uniforme, comme si chaque division était identique à la précédente et à la suivante. Nous nous disons que 10 minutes sont toujours 10 minutes. Peu importe ce que nous y faisons, comme si cette unité de mesure, objective et froide, saisissait la totalité de l'expérience. Pourtant, nous savons intuitivement que 10 minutes de joie intense ne pèsent pas de la même manière que 10 minutes d'ennui profond, que leur substance vécue est radicalement différente. Cette habitude de tout quantifier, de tout diviser en segments égaux, nous l'avons appliquée au temps lui-même, transformant ce flux mystérieux en une succession de points distincts, un ruban que l'on pourrait dérouler ou enrouler à volonté. La société moderne, avec ses plannings rigoureux, ses objectifs mesurables, ses délais impératifs, ne cesse de renforcer cette vision spatiale du temps, nous conditionnant à le percevoir comme une sorte de ligne graduée, une distance à parcourir. Nous traitons les minutes comme des briques, les heures comme des murs, cherchant à construire quelque chose de tangible et de prévisible, de la même manière que nous gérons notre compte en banque, ajoutant et retirant des unités avec une précision mathématique. Mais cette représentation du temps, aussi pratique soit-elle pour organiser nos vies en commun, nous éloigne d'une vérité plus profonde, plus intime. Elle nous fait croire que le temps est une entité extérieure à nous,
quelque chose que l'on possède ou que l'on perd, alors qu'il est en réalité le tissu même de notre conscience. Le tic-tac régulier de l'horloge, précis et mécanique, ne nous dit rien de l'attente qui ronge nos entrailles, ni de la joie qui fait battre nos cœurs, ni de l'inspiration qui surgit sans crier gare. Il est une projection, une convention utile mais trompeuse, un outil qui, en voulant saisir le temps, le déforme et le vide de sa substance la plus précieuse. Henri Bergson nous invite à un retour sur soi, à une exploration de cette expérience fondamentale que nous avons du temps, non pas comme une série d'instants isolés, mais comme un processus continu, une mélodie ininterrompue. Imaginez un musicien jouant une sonate. Lorsque vous écoutez la musique, vous n'entendez pas des notes distinctes, déconnectées les unes des autres, comme des perles enfilées sur un collier. Vous percevez l'ensemble, la fluidité des transitions, la manière dont chaque note s'estompe dans la suivante, portant en elle le souvenir de celles qui l'ont précédée et l'anticipation de celles qui vont arriver. La mélodie est un tout indivisible, un mouvement qui se crée et se recrée à chaque instant, sans jamais se répéter à l'identique. C'est cette intuition de l'indivisibilité, de la fusion des moments, que Bergson nomme la durée. Elle n'est pas une succession d'états, mais une interpénétration, une progression où le passé n'est pas mort, mais vit encore dans le présent, où chaque instant est neuf tout en étant chargé de tout ce qui l'a précédé. C'est comme une boule de neige qui roule le long d'une pente. Elle ne se contente pas d'ajouter des couches distinctes de neige à sa surface, elle incorpore la matière nouvelle à sa masse existante, transformant sa forme et son volume à chaque instant, sans jamais revenir sur elle-même. La boule de neige grossit, change, et chaque partie de sa nouvelle forme est imprégnée de l'histoire de son roulement. Réduire cette durée à une succession d'instants mesurables, c'est comme figer la mélodie en une série de points sur une partition, perdant ainsi l'émotion, le mouvement, l'âme de la musique. C'est comme découper la boule de neige en tranches pour l'analyser, ne voyant plus le processus dynamique qu'il a créé. En faisant cela, nous perdons de vue la nature même de notre conscience, qui ne fait pas que se succéder, mais qui se développe et s'enrichit sans cesse, portant en elle le poids et la richesse de toute notre histoire vécue. Notre mémoire n'est pas un tiroir où l'on range des souvenirs distincts, elle est une continuité qui infuse le présent de toute notre expérience passée, le rendant unique et irremplaçable. Cette illusion du temps spatialisé a des conséquences profondes sur notre façon de nous percevoir nous-mêmes et de vivre notre liberté. Si nous nous voyons comme une succession d'instants isolés, alors nous pouvons croire que nous sommes la somme de nos actes passés, que notre personnalité est une collection de traits figés. Nous nous sentons déterminés par ce que nous avons été, incapables de nous réinventer, enfermés dans une logique de cause à effet qui ignore la puissance créatrice de la durée. Chaque choix, chaque décision, ne serait qu'une réaction mécanique à ce qui s'est produit auparavant, sans véritable nouveauté, sans ce jaillissement imprévisible qui fait la vie. Mais la durée, cette expérience intérieure du temps, nous révèle une réalité bien différente. Elle nous montre que nous ne sommes jamais les mêmes d'un instant à l'autre, non pas parce que nous changeons radicalement, mais parce que nous nous enrichissons continuellement. Notre « moi profond » n'est pas une entité statique, mais un processus en constante évolution, une sorte de flux intérieur où les souvenirs, les désirs, les perceptions s'entrelacent et se transforment. Chaque nouvelle expérience ne s'ajoute pas à nous comme une pièce à un puzzle, elle nous imprègne entièrement, modifiant la totalité de notre être, comme une nouvelle couleur qui se diffuse dans une toile déjà peinte, altérant toutes les nuances précédentes. C'est dans cette durée que réside notre véritable liberté, notre capacité à créer du neuf, à nous inventer à chaque instant. Ce n'est pas une liberté de choix entre des options préexistantes, mais une liberté de création, un élan vital qui nous pousse à nous dépasser, à faire surgir de l'inédit. Ignorer cette durée, c'est se condamner à une vie fragmentée, où l'on court après des objectifs extérieurs, sans jamais se sentir pleinement soi-même. C'est se laisser dicter sa valeur par des horloges et des calendriers, au lieu de la puiser dans cette source inépuisable et intime qu'est le temps vécu. Le défi est donc de réapprendre à écouter cette mélodie intérieure, à ressentir cette continuité fondamentale, au lieu de nous laisser enfermer dans les grilles froides du temps mesuré. Il s'agit de comprendre que la vie n'est pas une ligne que l'on parcourt, mais une force qui nous traverse, nous transforme et nous invente sans cesse. Reconnaître cette différence est le premier pas vers une réappropriation de notre existence, un éveil à la richesse inouïe de chaque instant. Nous nous levons le matin, consultons nos agendas, nos téléphones, et notre journée se déploie sous nos yeux comme une grille. Un rendez-vous à 9 h, une réunion à 11, une pause déjeuner à 12h30, un appel important à 15 h. Chaque segment est une case à cocher, un jalon fixe sur la route du temps. Nous coordonnons nos vies avec celles des autres, synchronisons nos montres, et sans cette mesure commune, la civilisation s'effondrerait dans un chaos invivable. L'heure, la minute, la seconde, ces divisions précises sont devenues le squelette sur lequel nous bâtissons nos interactions, nos projets collectifs, notre productivité. C'est un outil formidable, une invention d'une utilité incontestable pour naviguer le monde extérieur, pour que nos trains arrivent à l'heure et que nos usines tournent.
Mais cette puissante convention sociale, conçue pour l'action collective et la manipulation de la matière, a insidieusement commencé à coloniser notre perception la plus intime du temps. Nous avons pris l'outil pour la réalité elle-même, la carte pour le territoire. L'intellect humain, cette faculté prodigieuse qui nous permet de comprendre et de maîtriser notre environnement, fonctionne par découpage, par analyse. Pour agir sur un objet, il doit le figer, le décomposer en éléments distincts, le mesurer, le peser, le classer. C'est ainsi que nous appréhendons le monde solide, que nous construisons des outils et des machines. Nous traitons le mouvement d'une balle comme une succession de positions, bien que la balle ne s'arrête jamais vraiment entre deux points. Cette tendance naturelle de notre pensée à tout spatialiser, à transformer le flux en objet fixe, s'est étendue à notre propre vie intérieure, à notre conscience. Nous nous mettons à percevoir notre propre existence comme une série d'états psychologiques distincts, des moments isolés que l'on pourrait aligner comme des perles sur un fil ou des clichés photographiques dans un album. On dit « j'étais heureux à tel moment »,« j'étais triste à tel autre »,« j'ai fait ceci ou cela ». Chaque événement, chaque émotion, chaque pensée devient une entité séparée, une parcelle de notre être que l'on croit pouvoir isoler, analyser et cataloguer avec une précision presque scientifique, comme le ferait un anatomiste avec un corps. Mais le problème est que le moi profond, la conscience, n'est pas une collection de fragments statiques. Elle est un écoulement continu, une transformation sans fin. Imaginons un fleuve qui serpente. Il n'est pas une succession de flaques d'eau distinctes, ni une série d'instantanés pris le long de son cours. Chaque goutte d'eau est en mouvement, entraînant les autres, se mélangeant à elle, se transformant sans cesse, toujours nouvelle et pourtant toujours le même fleuve. Le fleuve est un processus, une durée vivante, et non un assemblage de points. De la même manière, notre personnalité ne cesse de se créer, de se tisser de l'intérieur, intégrant chaque nouvelle expérience à la masse de toutes les précédentes. Lorsque nous appliquons la logique de l'horloge à notre vie intérieure, nous nous privons de cette richesse, de cette fluidité. Nous fragmentons notre expérience, nous la vidons de son âme, la réduisant à une suite de « maintenant » qui n'ont pas de lien organique entre eux. Le passé n'est plus ce qui continue de vivre et d'agir en nous, transformant notre présent de l'intérieur. Il devient un ensemble de souvenirs figés, de faits révolus, rangés dans une sorte de tiroir mental. Comme le percevait déjà Marc Aurèle, la vie étant perçue comme un fleuve de choses passagères, dont chaque instant est déjà derrière soi. Nous n'y puisons que des informations, des leçons tirées, mais nous perdons la puissance de leur résonance vivante. C'est là que réside la trahison fondamentale de l'idée que le temps est de l'argent. Si le temps est une quantité mesurable, alors il peut être dépensé, économisé, investi. Chaque minute devient une unité de valeur échangeable, un capital qu'il faut faire fructifier. On se met à évaluer nos expériences non pas pour leur qualité intrinsèque, pour leur profondeur vécue, mais pour leur rendement, leur utilité, leur capacité à nous faire gagner quelque chose, qu'il s'agisse d'argent, de statut ou de temps libre pour des activités planifiées. La vie devient un bilan comptable où le profit est roi et où l'on se sent en dette si l'on ne produit pas. Cette vision utilitaire et quantitative s'infiltre dans chaque recoin de notre être, déformant notre rapport au bonheur, à l'amour, à la créativité. Une conversation profonde n'est plus appréciée pour l'échange qu'elle représente, mais pour le temps qu'elle prend. Une promenade contemplative en forêt est jugée improductive, si elle ne débouche sur aucun résultat tangible. L'art lui-même, la musique, la poésie, tout ce qui relève de l'émotion pure et du jaillissement spontané, se trouve menacé par cette logique du rendement, comme si, selon les mots de Sénèque, notre vie n'était pas assez longue et qu'il nous fallait encore l'allonger par des acquisitions. On ne cherche plus à vivre intensément, mais à vivre efficacement. La conséquence la plus insidieuse de cette confusion est peut-être la perte de notre sens de la liberté authentique. Si notre moi est une somme de points distincts, alors chaque choix que nous faisons peut sembler déterminé par les forces qui ont agi sur le point précédent. Nous nous sentons pris dans un enchaînement mécanique de causes et d'effets, où la nouveauté est une illusion. La spontanéité, l'élan créateur, la capacité à inventer notre propre futur à chaque instant, tout cela est étouffé par la certitude que tout est prévisible, que tout est une conséquence logique de ce qui nous a façonnés. Nous devenons des rouages dans une machine que nous croyons pouvoir contrôler, mais dont nous sommes en réalité les esclaves. Mais Bergson nous enseigne que notre liberté réside précisément dans cette durée, dans cette capacité de la conscience à créer du neuf à chaque instant. Le moi qui choisit n'est jamais le même que le moi d'avant le choix, il est le fruit d'une synthèse continue, d'une maturation incessante. Chaque décision n'est pas un simple oui ou non à des options préexistantes, mais une véritable invention de soi, une poussée imprévisible qui fait advenir quelque chose d'absolument unique. C'est l'essence même de la vie, ce jaillissement continuel de la nouveauté. Le véritable enjeu n'est donc pas de gérer mieux notre temps mesuré, mais de le dépasser pour retrouver la profondeur de notre temps vécu.
Il s'agit de cesser de démembrer notre existence en parcelles isolées pour la percevoir comme un tout organique, une symphonie en constante élaboration. C'est reconnaître que la valeur de notre temps ne se mesure pas en euros, en heures travaillées ou en objectifs atteints, mais en intensité, en qualité de présence, en capacité à être pleinement soi dans le flux de l'existence. Cette réappropriation est le début d'une libération, d'une transformation profonde de notre rapport au monde et à nous-mêmes, une invitation à nous ouvrir à une forme de réalité que notre intellect, à lui seul, ne peut saisir. Imaginez que vous essayez de saisir une émotion, par exemple un accès de tristesse ou un moment de joie pure. Instinctivement, notre esprit cherche à la nommer, à la circonscrire, à la comparer à d'autres émotions vécues, à lui donner une intensité sur une échelle, comme si nous pouvions la photographier, la peser, et la ranger dans une boîte distincte de toutes les autres. Nous disons « je suis à 7 sur 10 de tristesse aujourd'hui » ou « cette joie est plus intense que celle d'hier », essayant de la délimiter, de la rendre objective et mesurable. C'est le même réflexe qui nous pousse à découper le temps en secondes et en minutes, à le traiter comme un objet extérieur que l'on pourrait manipuler avec la même précision qu'une longueur ou un poids. Nous projetons sur notre vie intérieure les mêmes outils d'analyse que ceux que nous utilisons pour le monde matériel, car c'est ainsi que notre intellect est habitué à fonctionner. Notre intelligence, admirablement douée pour la science et la technique, est d'abord conçue pour l'action sur la matière, pour la fabrication d'objets et la prévision de leurs mouvements. Pour comprendre un caillou, il faut le figer, l'observer sous toutes ses coutures, le peser, le classifier. Pour construire une maison, il faut mesurer des longueurs, des angles, des surfaces. L'intelligence découpe, analyse, distingue. Elle transforme le flux continu en une série d'instantanés, le mouvement en une succession de positions. Et cette habitude, si fructueuse dans le monde extérieur, devient une source de confusion, presque un piège, lorsqu'elle est appliquée à notre propre conscience, à cette réalité intérieure qui n'est que mouvement et transformation. Lorsque nous appliquons ce mode de pensée à notre vie psychologique, nous nous trouvons face à une illusion profonde. Nous croyons pouvoir isoler un sentiment, une pensée, une perception, comme des entités distinctes. Nous nous disons que ma colère est une chose, ma joie en est une autre, mon souvenir est un objet dans ma mémoire. Nous les imaginons côte à côte, comme des points sur une ligne, des éléments séparés d'une collection. Mais en réalité, notre vie psychique est un flux ininterrompu où tout s'interpénètre. Une émotion n'est jamais purement elle-même, elle est colorée par toutes les expériences passées, imprégnée de toutes nos attentes futures, comme les différentes notes d'un accord qui fusionnent en une seule sonorité, sans perdre leur individualité, mais sans jamais se tenir à distance les unes des autres. C'est cette incapacité de notre intellect à saisir le mouvement pur, la transformation continue, qui nous fait spatialiser le temps. Nous le percevons comme une ligne homogène, une succession de points identiques, car c'est la seule façon pour notre pensée analytique de le comprendre et de le gérer. Chaque seconde est perçue comme équivalente à une autre, chaque minute interchangeable, créant l'illusion d'un temps universel, objectif, qui serait le même pour tous et partout. C'est cette homogénéité supposée qui permet de dire que le temps est de l'argent, car l'argent est l'exemple même de ce qui est homogène et échangeable, une unité abstraite de valeur qui peut se substituer à une autre. Mais la durée vécue est tout le contraire de cette homogénéité. Elle est hétérogène, qualitative, unique à chaque instant. Chaque maintenant n'est pas une copie du précédent, il est enrichi de tout le passé qui le contient et qu'il porte en lui. Imaginez une couleur qui change progressivement de teinte, du bleu au vert. Il n'y a pas de point précis où le bleu s'arrête et le vert commence, mais une fusion, une transition imperceptible. Chaque nuance est nouvelle, unique, et pourtant elle est indissociable de la nuance précédente et de la suivante. Notre conscience fonctionne de la même manière. Elle se transforme, elle ne se succède pas par étapes distinctes. L'illusion de la spatialisation du temps nous mène à une fausse compréhension de notre propre personnalité. Nous nous voyons comme une somme de nos habitudes, de nos traits de caractère, de nos souvenirs figés, comme si nous étions un assemblage de pièces détachées. Nous croyons pouvoir nous définir par ce que nous avons été ou fait, et nous nous enfermons dans cette image statique. Cette perception tronquée de soi, qui ne voit que la surface, les manifestations extérieures de notre être, nous prive de la richesse de notre moi profond, celui qui est en constante évolution, en perpétuel devenir. Comme le notait déjà Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, car tout est en mouvement, toujours nouveau. En figeant notre temps et notre moi, nous perdons notre véritable liberté. Si chaque état de notre conscience est distinct et mesurable, alors chaque action peut sembler être la conséquence mécanique de l'état précédent. Nous nous sentons déterminés, nos choix apparaissent comme prévisibles, voire inévitables. Mais la liberté, telle que Bergson la conçoit, n'est pas un choix entre des options préfabriquées. Elle est un acte créateur, un jaillissement spontané qui vient de l'ensemble de notre être enduré, un processus où nous inventons de nouveaux possibles à chaque instant.
C'est quand l'ensemble de notre conscience, avec toutes ses nuances, ses souvenirs et ses désirs, se condense et se projette dans l'action, que nous sommes véritablement libres. Penser que le temps est de l'argent, c'est adopter une perspective étrangère à cette liberté profonde. L'argent est l'instrument par excellence de l'échange, de la mesure et de l'équivalence. Il suppose que tout peut être converti en une unité commune, que la valeur d'une chose peut être remplacée par celle d'une autre. Mais comment mesurer la valeur d'un instant de pure création, d'un éclat de rire sincère, d'une intuition fulgurante? Ces moments ne sont pas échangeables, ils n'ont pas de prix, car ils sont uniques et irréversibles. Ils ne s'ajoutent pas à notre capital de vie, ils transforment notre être entier, le rendent plus riche, plus dense, sans que cette richesse puisse être comptabilisée. Le véritable enjeu est de cesser de laisser notre intelligence spatiale, notre penchant pour la quantification, dicter notre expérience du temps. Il s'agit d'apprendre à écouter cette mélodie intérieure, cette durée vivante, qui est la source de notre individualité et de notre puissance créatrice. Cela demande un effort d'intuition, une forme d'attention qui ne cherche pas à découper ou à analyser, mais à ressentir, à embrasser la totalité du mouvement. C'est une démarche qui nous invite à nous reconnecter avec le flux profond de notre existence, à percevoir la vie non pas comme une succession d'instants isolés, mais comme une unité organique en constante transformation. Cette redécouverte du temps comme durée, plutôt que comme quantité mesurable, est une invitation à une autre manière de vivre, plus authentique, plus riche de sens. Elle nous pousse à réévaluer ce que nous considérons comme précieux, à chercher la valeur non pas dans ce qui peut être acheté ou vendu, mais dans ce qui est unique, irremplaçable et profondément lié à notre être propre. La libération de l'emprise de l'horloge et du compte en banque sur notre perception du temps ouvre la voie à une compréhension plus profonde de soi et du monde, une compréhension qui transforme chaque instant en une opportunité de nouveauté, en un acte de création silencieuse et continue. Quand une décision importante se présente à nous, le choix d'un métier, d'un partenaire de vie, ou même d'un déménagement radical, nous avons l'impression d'être à un carrefour existentiel. Nous nous arrêtons, nous réfléchissons, nous pesons le pour et le contre avec une minutie presque scientifique. Nous listons les avantages d'une option, les inconvénients d'une autre, nous nous projetons dans des futurs possibles, essayant d'anticiper toutes les conséquences. Cette délibération intense nous donne le sentiment d'exercer notre liberté au plus haut point, de maîtriser notre destin en toute lucidité, comme un maître d'échecs qui calcule chaque coup avec une précision implacable. Nous croyons que chaque raison est une petite pièce que l'on met sur une balance, et que le plateau qui penche le plus fort est celui de la meilleure décision, la plus libre, car la plus raisonnée. Cette démarche, si profondément ancrée dans notre manière de penser, révèle une tendance inconsciente de notre esprit à tout simplifier, à tout figer pour mieux le saisir. Nous transformons nos motivations profondes, nos désirs inarticulés, nos élans intérieurs, en entités distinctes, en arguments rationnels que l'on peut manipuler et comparer. Nous découpons notre propre psyché en tranches, isolant des raisons comme on isole des atomes, espérant qu'en les additionnant, nous obtiendrons la somme exacte de notre volonté. Cette vision atomisée de notre être, où chaque pensée, chaque sentiment est une entité séparée, nous offre une illusion de clarté, mais elle nous éloigne de la véritable nature de notre conscience, qui est, comme nous l'avons vu, un flux ininterrompu. En faisant cela, nous traitons notre moi comme une collection de points distincts, une mosaïque de traits de caractère et de préférences. Notre personnalité devient une sorte d'inventaire, un dossier que l'on pourrait consulter pour prévoir nos réactions ou justifier nos choix. C'est le monde de l'extérieur, le monde des objets et des quantités, qui s'immisce à l'intérieur de nous, nous poussant à nous percevoir comme un objet parmi d'autres, mesurable, prévisible, presque déterminé. On se dit, étant donné qui je suis et ce que j'ai vécu, mon choix ne peut être que celui-là, réduisant ainsi notre liberté à une simple conséquence logique de ce qui nous a précédés. Mais Bergson nous met en garde contre cette vision réductrice. Il nous invite à comprendre que notre « moi profond » n'est pas une somme de parties distinctes, mais une unité en constante évolution, une durée vivante où le passé n'est jamais mort, mais continue d'informer et de transformer le présent. Nos émotions ne sont pas des entités isolées. Elles s'interpénètrent, se teintent mutuellement, comme les couleurs d'un prisme qui se fondent les unes dans les autres pour former un spectre continu. Un choix véritablement libre ne naît pas d'une addition de raisons distinctes, mais d'un jaillissement spontané et indivisible de l'ensemble de notre être, comme une œuvre d'art qui émerge de l'artiste sans qu'il puisse en expliquer chaque coup de pinceau par une raison distincte. Lorsque nous nous contentons de peser le pour et le contre, de choisir entre des options préexistantes, nous opérons à la surface de nous-mêmes, dans ce que Bergson appelle notre « moi superficiel ». Ce moi est socialisé, habitué aux conventions, aux attentes extérieures, aux catégories rationnelles. Il est le produit de l'habitude et de l'intelligence spatiale, celle qui découpe et qui classe. Dans ce registre, nos actions sont souvent des réactions, des ajustements logiques à une situation donnée, et non de véritables créations. On se sent libre de choisir entre le café et le thé,
Mais cette liberté est presque mécanique. Elle n'engage pas la totalité de notre être, elle ne nous transforme pas en profondeur. Elle est une liberté d'indifférence, un choix parmi des alternatives déjà données. C'est là que la confusion entre le temps et l'argent prend tout son sens et sa dangerosité. Si nos actions et nos choix sont perçus comme des entités distinctes, mesurables, interchangeables, alors ils peuvent être évalués en termes de rendement, d'efficacité, de valeur économique. Chaque heure passée à délibérer est coûteuse, chaque décision doit rapporter quelque chose, optimiser un capital temps. On ne cherche plus la qualité intrinsèque de l'expérience, mais son utilité, sa capacité à s'inscrire dans une logique de profit et de gain. La vie se transforme en une série d'investissements, où chaque instant est un pari sur un futur quantifiable, comme le soulignait la sagesse antique, nos jours étant décomptés et nos passions tarifées. La véritable liberté, celle qui émerge de la durée, est tout autre. Elle n'est pas un calcul, mais un acte créateur. Elle n'est pas une sélection parmi des possibles, mais une invention de possibles nouveaux. Lorsqu'un individu accomplit un acte vraiment libre, c'est comme si l'ensemble de sa personnalité, avec tous ses souvenirs, ses émotions, ses désirs, se condensait en un point et se projetait dans une action qui porte la marque unique de son être. C'est imprévisible, non réductible à des raisons externes ou à des causes antérieures. Cette action n'est pas déterminée par notre passé, mais elle est exprimée par lui, elle en est le fruit mûr et unique. C'est l'essence même de la nouveauté, de la spontanéité, du jaillissement vital. Un artiste devant sa toile blanche ne choisit pas d'abord toutes les couleurs et tous les traits qu'il va poser. Il se laisse porter par un élan intérieur, par une durée créatrice où chaque coup de pinceau appelle le suivant, où l'ensemble de l'œuvre se révèle progressivement, sans être entièrement préconçu. Le passé de l'artiste, ses expériences, ses émotions, tout cela infuse l'acte de création, mais ne le détermine pas mécaniquement. De la même manière, une décision véritablement libre émane de notre moi entier, elle est une poussée unitaire qui fait surgir quelque chose d'inédit, qui ne peut être entièrement expliqué par des raisons extérieures ou des calculs rationnels. Elle est l'expression de notre durée la plus profonde. Cette forme de liberté, indissociable de la durée, est incommensurable. Elle ne peut être pesée, mesurée, ni monétisée. Comment donner un prix à un acte qui jaillit de l'intime de notre être, qui est l'expression unique de notre personnalité en devenir? Ces moments de vraie liberté ne sont pas des transactions, mais des transformations. Ils ne nous font pas gagner du temps ou de l'argent au sens quantitatif, ils nous font être plus profondément, plus intensément. Ils enrichissent la qualité de notre expérience, la densité de notre existence, d'une manière qui échappe à toute comptabilité. Vivre selon cette conscience de la durée, c'est se libérer de la tyrannie des mesures et des rendements. C'est reconnaître que la valeur de nos actions ne réside pas dans leur utilité mesurable, mais dans leur capacité à exprimer notre singularité, à faire advenir du neuf dans le monde et en nous-mêmes. C'est réapprendre à écouter cette voix intérieure qui ne calcule pas, mais qui ressent et qui crée. Cette transformation de notre perception n'est pas qu'une simple théorie, elle est une invitation à une autre manière d'agir, à une autre manière de vivre, plus en accord avec le flux vital qui nous traverse et nous constitue, une manière de ne plus subir le temps mais de le faire sien. Elle nous pousse à rechercher la plénitude non pas dans l'accumulation d'instants ou de biens, mais dans l'intensité et la profondeur de chaque instant vécu. Pensez à un souvenir puissant, un moment de votre enfance qui vous revient avec une clarté étonnante. Peut-être l'odeur d'un plat, le son d'une voix, l'image d'un paysage. Ce souvenir n'est pas une photo figée dans un album, ni un fichier informatique stocké sur un disque dur que l'on pourrait extraire et consulter de manière identique à chaque fois. Il revient avec une émotion particulière, une intensité qui varie, se mêle aux préoccupations du présent, se colore de nos humeurs actuelles. Il n'est jamais tout à fait le même, car nous ne sommes jamais tout à fait les mêmes. Le souvenir n'est pas un objet inerte que l'on manipule, il est une partie vivante de nous-mêmes, qui se reconfigure et se réactualise à chaque fois qu'il est évoqué. Cette manière dont nos souvenirs se manifestent révèle une profonde distinction que Bergson établit entre deux formes de mémoire. Il y a d'abord ce qu'il appelle la mémoire-habitude, celle qui nous permet d'apprendre des leçons, de retenir des informations, de développer des automatismes. Quand vous apprenez une poésie par cœur, ou que vous répétez une tâche technique, vous développez cette mémoire. Elle est utilitaire, elle vise l'efficacité, elle est presque mécanique. Elle nous permet de réagir rapidement aux situations familières, de fonctionner dans le monde. Cette mémoire est essentielle pour l'action, pour la vie pratique, et elle est proche de ce que notre intellect spatialise et mesure. On se rappelle des faits, des données, on les aligne, on les organise. Mais il existe une autre mémoire, la mémoire pure ou mémoire-souvenir, bien plus fondamentale et intime. Celle-ci ne stocke pas des faits de manière distincte. Elle conserve la totalité de notre passé, non pas sous forme d'images séparées, mais comme une masse indivisible qui nous imprègne entièrement.
Ce passé n'est pas derrière nous, inactif, relégué aux archives de notre esprit. Il est vivant en nous, il est l'étoffe même de notre conscience. Chaque nouvelle expérience ne s'ajoute pas à cette masse comme une pièce supplémentaire. Elle se fond en elle, la transforme, la modifie dans sa totalité, un peu comme le sable qui s'ajoute à une dune, redessinant constamment sa forme sans jamais ajouter un grain à un endroit précis. C'est cette mémoire pure qui constitue la durée de notre être. Elle est le mouvement ininterrompu par lequel notre conscience se crée, s'épaissit, s'enrichit. Nous ne sommes pas une collection de souvenirs figés, mais le processus même de se souvenir, de réactualiser, de faire vivre notre passé dans notre présent. Le passé n'est pas ce qui est passé au sens d'achevé et d'immobile, il est ce qui continue d'agir en nous, d'informer notre perception, de modeler notre réaction au monde. Il n'est pas une cause mécanique de nos actions, mais une influence constante, une résonance qui colore chaque instant de notre existence. Lorsque nous nous laissons piéger par la vision du temps comme de l'argent, nous nous ancrons dans la logique de la mémoire-habitude. Nous valorisons ce qui est quantifiable, reproductible, ce qui peut être transformé en compétence, en résultat, en capital. Nous nous attachons aux faits, aux chiffres, aux diplômes, aux preuves tangibles de notre parcours. Nous percevons notre histoire non pas comme un fleuve vivant, mais comme une collection de jalons distincts, de réussites et d'échecs que l'on peut évaluer et comparer. La valeur de notre temps passé est mesurée par ce qu'il a rapporté ou coûté, par son utilité dans une logique de productivité. Cette perspective nous fait passer à côté de la richesse inestimable de notre mémoire pure. Elle ignore que la véritable valeur de notre temps ne réside pas dans ce qu'il a produit de mesurable, mais dans la densité qualitative de notre expérience. Un moment de contemplation, de rêverie, de connexion profonde avec un être cher, même s'il ne rapporte rien au sens économique, enrichit notre durée d'une manière incommensurable. Il nourrit cette masse indivisible de notre passé vivant, transformant notre être en profondeur, lui donnant une épaisseur, une texture qui ne peut être chiffrée. Comme le disait Montaigne, la valeur de la vie n'est pas sa longueur, mais l'usage qu'on en fait. L'oubli, dans cette perspective bergsonienne, n'est pas une simple perte d'information, une défaillance de la mémoire-habitude. Il est le processus par lequel le passé s'intègre tellement profondément à nous qu'il ne se présente plus comme un souvenir distinct, mais comme une influence implicite, une coloration de notre présent. Nous ne nous souvenons plus consciemment de chaque pas que nous avons appris à faire, mais la capacité de marcher est devenue une partie intégrante de notre corps, une habitude qui nous façonne. Le souvenir pur, lui, n'est jamais vraiment oublié. Il est simplement en attente, prêt à surgir avec une force intacte, sans jamais pourtant être identique à lui-même dans son actualisation. La confusion entre le temps et l'argent nous pousse à vouloir gérer nos souvenirs comme des actifs, à les mobiliser pour notre développement personnel ou notre branding. On nous encourage à capitaliser sur nos expériences, à tirer des leçons de notre passé pour optimiser notre futur. Cette démarche, bien que louable dans une certaine mesure, risque de nous éloigner de la puissance créatrice de la mémoire pure. Elle nous enferme dans une logique de l'utilitaire, du reproductible, du mesurable, et nous fait perdre le sens de l'unique, de l'irréductible, de ce qui nous transforme sans pouvoir être quantifié. Reconnaître l'existence de ces deux mémoires, et surtout la prééminence de la mémoire pure dans la constitution de notre durée, est essentiel pour une réappropriation de notre temps. Cela signifie cesser de chercher la valeur de notre existence uniquement dans ce que nous avons fait ou accumulé, et commencer à la trouver dans ce que nous sommes devenus. La qualité de notre durée ne se mesure pas à la quantité de souvenirs emmagasinés, mais à l'intensité de leur présence vivante en nous, à leur capacité à nous enrichir, à nous transformer. C'est une invitation à une vie plus contemplative, moins axée sur la performance et le rendement. À une vie où l'on valorise l'instant présent non pas pour ce qu'il peut nous apporter de quantifiable, mais pour sa richesse intrinsèque, pour sa capacité à nourrir cette durée intérieure qui nous rend uniques. Chaque respiration, chaque regard, chaque pensée est un apport à cette masse indivisible de notre être, une nouvelle note dans la mélodie de notre conscience. Comprendre cela, c'est se libérer d'une grande partie de l'anxiété liée à la perte de temps ou à l'inefficacité, car le temps ne peut être perdu s'il est constamment en train de nous constituer, de nous inventer. C'est le début d'une relation plus profonde avec notre propre histoire, une histoire qui se continue et se réécrit à chaque instant, sans jamais s'arrêter. Parfois, le temps semble s'accélérer, filant entre nos doigts comme du sable. Quand nous sommes plongés dans une activité passionnante, une conversation profonde ou une création artistique, les heures s'effacent, les repères s'estompent. Nous regardons l'horloge et nous étonnons de voir à quel point la journée a passé vite. D'autres fois, au contraire, les minutes s'étirent, pesantes et interminables. L'attente chez le médecin, une tâche répétitive et ennuyeuse, une situation anxiogène. Chaque seconde semble durer une éternité. Cette variabilité de notre perception du temps, cette élasticité, nous est familière,
mais nous la traitons souvent comme une simple illusion subjective, une anomalie de notre cerveau. Nous nous disons que le temps réel continue d'avancer à un rythme immuable, indifférent à nos états d'âme. Cette conception d'un temps objectif et uniforme, qui serait le même pour tous, est une construction de notre intellect, une nécessité pour organiser la vie en société et pour développer la science. C'est le temps des horloges, des calendriers, des fuseaux horaires. C'est un temps que l'on peut mesurer avec des instruments, découpés en unités précises, et sur lequel on peut s'entendre collectivement. Ce temps est une spatialisation du temps, une projection de notre expérience du mouvement dans l'espace. Nous imaginons le temps comme une ligne sur laquelle des points se succèdent à intervalles réguliers, et cette image nous rassure, nous donne l'impression de maîtriser un flux insaisissable. Mais en faisant cela, nous perdons de vue que ce temps objectif n'est pas le temps tel qu'il est vécu. Il est une abstraction, une simplification commode. Le véritable temps, la durée pure, est qualitative, hétérogène, et profondément liée à notre conscience. Elle n'est pas une succession de points identiques, mais une transformation continue où chaque instant est unique, imprégné de tout ce qui l'a précédé et porteur de tout ce qui va advenir. La durée n'a pas de rythme extérieur fixe, elle est le rythme même de notre vie psychique, qui s'accélère ou ralentit selon l'intensité de notre vécu, selon l'attention que nous portons à l'instant. L'idée que le temps c'est de l'argent procède directement de cette illusion d'un temps homogène et quantifiable. Si chaque minute est identique à une autre, alors chaque minute peut avoir la même valeur monétaire. On peut l'acheter, la vendre, la rentabiliser. Elle devient une ressource comme une autre, à gérer avec efficacité et prudence. Cette vision utilitaire s'infiltre dans chaque recoin de notre existence, nous poussant à optimiser chaque instant, à le remplir d'activités productives, à le vider de toute gratuité, de toute pure contemplation. La valeur de notre temps n'est plus intrinsèque, mais extrinsèque, mesurée par ce qu'elle permet d'acquérir ou de produire. Pourtant, la richesse de notre durée ne se mesure pas en termes de quantité, mais en termes de qualité, d'intensité vécue. Un instant de profonde contemplation, où notre conscience est entièrement absorbée par le présent, peut être d'une richesse inouïe, même s'il ne produit rien de tangible. Une conversation sincère avec un ami, un moment de rire partagé, une promenade silencieuse en nature, tout cela ne peut être quantifié ni tarifé. Ces moments ne sont pas des pertes de temps. Ils sont des enrichissements qualitatifs de notre durée, des apports irremplaçables à la texture même de notre être. Ils ne s'ajoutent pas à un capital, ils nous transforment de l'intérieur, nous rendent plus denses, plus vivants. L'erreur est de vouloir appliquer au temps qui nous constitue la même logique que celle que nous utilisons pour les objets extérieurs. On ne peut pas gagner du temps au sens où l'on gagne de l'argent. On peut économiser des minutes sur une tâche, mais ces minutes économisées ne sont pas un capital neutre à dépenser. Elles sont des instants de durée qui se présentent à notre conscience avec une qualité particulière, et c'est à nous de les remplir de sens, de les vivre pleinement. Les gagner pour les perdre ensuite dans l'ennui ou l'inattention n'est pas un véritable gain. Comme le disait Épicure, la richesse n'est pas dans l'abondance des biens, mais dans la pauvreté des désirs, et l'on pourrait ajouter, dans l'intensité des instants vécus. La quête effrénée d'efficacité, l'obsession de maximiser chaque instant, nous éloigne de cette richesse qualitative. Nous nous épuisons à courir après une accumulation d'instants, croyant que plus nous en aurons, plus notre vie sera pleine. Mais la vie pleine n'est pas la vie longue ou la vie remplie d'activités, c'est la vie intense, la vie où chaque instant est vécu avec présence et profondeur. C'est la vie où notre conscience est pleinement engagée dans le flux de sa propre durée, sans se laisser fragmenter par les exigences extérieures de la mesure et du rendement. Le véritable changement de perspective consiste à décoloniser notre temps intérieur de l'emprise du temps spatialisé. Il s'agit de redonner de la valeur à ce qui ne peut être mesuré, à ce qui ne peut être échangé, à la contemplation, à l'émotion pure, à la créativité spontanée, à la connexion humaine. Ces expériences ne sont pas des pauses dans une course effrénée, elles sont l'essence même de la vie, la source de notre croissance et de notre transformation. Elles ne nous font pas gagner de l'argent, mais elles nous font gagner en humanité, en profondeur, en authenticité. Cette compréhension nous invite à une forme de résistance silencieuse face à la pression constante de la productivité. Elle nous encourage à ne pas laisser les horloges et les comptes en banque dicter la valeur de notre existence. Elle nous pousse à réévaluer ce que signifie bien vivre, à trouver la plénitude non pas dans la quantité des accomplissements, mais dans la qualité de notre présence à nous-mêmes et au monde. C'est un chemin vers une liberté plus profonde, celle de se laisser être, de se laisser vivre, au lieu de chercher constamment à tout maîtriser et à tout quantifier. C'est accepter que le temps, en sa vérité la plus intime, n'est pas une marchandise, mais le don précieux et irremplaçable de la vie qui s'invente à chaque instant. Ce changement de perspective est le prélude à une libération intérieure, nous permettant de nous reconnecter à notre propre flux vital.
Quand on parcourt un tableau, nos yeux ne se posent pas sur un point unique, puis un autre, de manière isolée. Il y a un mouvement, un regard qui balaie l'ensemble, qui perçoit les relations entre les couleurs, les formes, les lumières. Chaque élément est vu non pas comme une entité distincte, mais comme participant à un tout. On ne voit pas un simple point de couleur, on voit une touche qui s'intègre au reste de la composition, qui contribue à l'harmonie ou au contraste général. L'œuvre d'art ne se comprend pas en la découpant en morceaux, mais en la saisissant d'un seul élan, dans son unité. Elle résonne en nous comme une mélodie, une durée esthétique qui nous traverse sans se laisser fragmenter. Pourtant, notre intellect, dans sa quête constante de clarté et de distinction, a une fâcheuse tendance à décomposer tout ce qu'il observe, à le figer pour mieux l'analyser. Il prend le mouvement pour une succession d'instants immobiles, la couleur pour une teinte isolée, l'émotion pour un état psychologique distinct. Cette méthode analytique est redoutablement efficace pour la science et la technique, pour agir sur le monde matériel. Mais quand elle s'applique à la vie, à la conscience, à la durée, elle devient un piège, une distorsion de la réalité. Elle nous fait croire que nous pouvons saisir le vivant en le découpant en tranches, en le réduisant à des éléments séparés et quantifiables. Cette tendance à tout fragmenter est particulièrement évidente dans notre relation au temps. Nous le découpons en secondes, minutes, heures, jours, semaines, comme si ces unités étaient des entités indépendantes. Nous les alignons sur une ligne, imaginant un temps homogène et prévisible. C'est le temps abstrait, le temps de l'horloge, qui nous est si utile pour la vie en société, mais si trompeur pour notre vie intérieure. Ce temps mesuré est un symbole, une représentation spatiale de quelque chose qui, en réalité, n'a pas de dimension spatiale. C'est une commodité, un langage que nous avons inventé pour nous coordonner, mais ce n'est pas l'expérience même du temps. Le danger réside dans la confusion entre ce symbole et la réalité profonde de la durée. En assimilant le temps à cette abstraction spatiale, nous le vidons de sa substance qualitative, de sa richesse vécue. Nous nous mettons à croire que notre vie est une somme d'instants, une collection de moments que l'on pourrait additionner ou soustraire. Cette vision quantificatrice nous pousse à valoriser ce qui est mesurable, ce qui peut être transformé en chiffres, en statistiques, en performances. L'idée que le temps c'est de l'argent est l'expression la plus crue de cette réduction. Elle fait de notre existence un capital à gérer, une ressource à rentabiliser, où chaque instant doit être monétisé ou optimisé. Mais la durée, notre temps intérieur, est précisément ce qui échappe à cette logique du découpage et de la quantification. Elle est un flux continu, un mouvement ininterrompu où chaque instant est unique et imprévisible. Ce n'est pas une succession de points, mais une interpénétration, une croissance organique où le passé n'est pas mort mais vit encore dans le présent, où chaque nouvelle expérience se fond dans la totalité de notre être, le transformant de l'intérieur. C'est comme une mélodie qui se crée sans cesse, sans jamais se répéter à l'identique, où chaque note est indissociable des précédentes et des suivantes, faisant partie d'un tout indivisible. Cette distinction entre le temps spatialisé, mesurable, et la durée vécue, qualitative, est cruciale pour notre liberté. Si nous nous laissons enfermer dans la première perspective, nous nous percevons comme des êtres déterminés, le produit d'une chaîne de causes et d'effets. Chaque action semble être la conséquence logique de ce qui nous a précédés, de nos habitudes, de nos traits de caractère figés. Mais la durée nous révèle notre véritable puissance créatrice. Elle montre que notre moi profond n'est pas une collection d'états psychologiques, mais un processus en constante invention, un élan vital capable de produire du neuf à chaque instant. Un acte vraiment libre ne naît pas d'un calcul rationnel entre des options préexistantes, mais d'une poussée spontanée qui émane de l'ensemble de notre être enduré. Il est imprévisible, non réductible à des causes extérieures ou à des raisons analytiques. C'est une sorte de création continue de soi par soi, une expression unique de notre personnalité qui se réinvente sans cesse. Cette liberté n'est pas une commodité, elle est une responsabilité, celle de laisser notre durée s'exprimer pleinement, sans la contraindre aux mesures froides de l'horloge ou aux exigences du rendement. Comme l'affirmait Spinoza, la vraie liberté n'est pas le libre arbitre, mais la compréhension de la nécessité, ou plutôt, pour Bergson, la conscience de notre puissance créatrice qui dépasse toute prévision. Le problème de notre époque est que nous avons laissé la logique du temps spatialisé, du temps argent, envahir non seulement notre organisation sociale, mais aussi notre vie intérieure. Nous nous sentons coupables de perdre du temps si nous ne sommes pas productifs, si nous ne remplissons pas chaque case de notre agenda. Nous nous mesurons à l'aune de ce que nous faisons plutôt qu'à ce que nous sommes. Cette pression constante nous aliène de notre propre durée, nous enferme dans une course sans fin où la richesse matérielle est censée compenser la pauvreté de l'expérience vécue. Le chemin vers une vie plus authentique passe par un retour à l'intuition de cette durée, par une décolonisation de notre conscience des impératifs de la mesure et de la rentabilité. Il s'agit d'apprendre à ralentir, à ressentir, à se reconnecter avec le flux continu de notre être.
à valoriser non pas la quantité d'expériences accumulées, mais leur qualité, leur intensité, leur capacité à nous transformer. Une promenade contemplative dans la nature, une lecture méditative, une discussion profonde et désintéressée. Ces moments qui ne rapportent rien au sens économique sont pourtant d'une richesse inestimable pour notre durée. Ils nourrissent notre moi profond, le rendent plus dense, plus vivant, sans qu'aucune monnaie ne puisse mesurer cette valeur. C'est ainsi que l'on se réapproprie le temps, en le faisant redevenir le tissu vivant de notre conscience plutôt qu'une ressource à exploiter. Nous arrivons au terme de cette exploration, non pas avec des réponses définitives, mais avec le sentiment d'une vérité qui s'est peu à peu déposée en nous, une lumière nouvelle sur ce que nous pensions si bien connaître. L'anxiété du temps qui file, l'impératif de la rentabilité, la pression de l'efficacité, tout cela commence à se dissoudre, laissant place à une compréhension plus vaste, plus indulgente de notre propre existence. Il ne s'agit pas de rejeter les horloges ou l'organisation de nos vies, mais de défaire l'emprise qu'elles ont sur notre perception la plus intime, de séparer l'outil de la réalité vivante. Cette distinction essentielle, celle entre le temps mesuré, spatialisé, et la durée pure, vécue, est une véritable libération. Elle nous révèle que notre essence n'est pas une succession d'instants figés à capitaliser, mais un flux continuel, une invention permanente de soi. La valeur de notre vie ne se trouve pas dans ce qui peut être acheté, vendu ou quantifié, mais dans la qualité intrinsèque de chaque moment, dans son intensité, sa profondeur, sa capacité à nous transformer. Chaque respiration, chaque pensée, chaque émotion participe à cette création incessante de notre être, une mélodie unique qui ne se répète jamais. C'est là que réside la gravité de l'affirmation bergsonienne « Ton temps n'est pas de l'argent ». Ce n'est pas un simple constat, c'est une réhabilitation de la vie elle-même, un rappel que l'existence est un mouvement créateur irréductible et non une ressource à exploiter. Refuser de voir la durée pour ce qu'elle est, c'est se condamner à une existence fragmentée, vide de sa substance la plus précieuse, à être esclave d'un compte à rebours extérieur, au lieu d'embrasser le jaillissement intérieur. Cette lucidité nous invite à une autre manière d'être au monde, plus authentique, plus en phase avec le rythme profond de notre conscience, où chaque instant est une nouveauté. Il est nécessaire de ressentir que la durée est le progrès ininterrompu du passé qui ronge l'avenir et qui gonfle en avançant. Cette vision du temps comme une puissance de création continuelle nous pousse à valoriser ce qui est immatériel, ce qui enrichit notre âme sans se laisser enfermer dans les grilles du profit. Si cette exploration a résonné en vous, si elle a allumé une nouvelle clarté sur la manière dont vous percevez ce flux incessant, alors cette démarche de réappropriation du temps continue ici. En aimant cette vidéo, vous soutenez la propagation de ces pensées, et en laissant un commentaire, vous participez à cette conversation essentielle, prolongeant la durée de notre réflexion collective. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.